Touche à ton cul. Et sans ton doigt? Non mais ça suffit vos conneries là. On peut descendre d'un ton, s'il vous plaît? Oh, mais on peut m'expliquer ce qui se passe s'il vous plaît là? Mais détends-toi, on fait juste une petite fête, tu vois. On fait rien de mal, tu vois. Ouais, je vois surtout que vous faites absolument n'importe quoi. On a fait peut-être un peu trop de bruit, là, non? Louis a raison. C'est un peu trop fort à mon Mais je goût. peux pas me concentrer. Mais tu vois, on n'a pas souvent l'occasion de se voir, tu vois. Non, je veux pas savoir, je voudrais travailler. Elle en touche pas une pendant 6 mois et maintenant elle voudrait travailler. Ça pue au niveau organisation. Non mais quoi? Excuse-les, certains ne peuvent pas tenir leur langue. Allez, on te lâche. Ce que vous venez de voir là est un magnifique bordel dans mes sens. Alors même si c'est très imagé, c'est ce qui se passe tous les jours avec les synesthètes. Et oui, la synesthésie est une notion qui devrait vous dire quelque chose encore... Non, en fait, ça devrait absolument rien vous dire, et puis ça fait pas partie du programme, mais j'avais envie de vous en parler. Donc c'est parti pour le générique, je vais vous expliquer en quoi consiste ce magnifique pouvoir à l'œil rose. Générique. Maintenant. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons tous 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et bien sûr le toucher. Mais quand un sens ou plusieurs font n'importe quoi, on peut avoir une petite idée de ce que ça donne. Grosso merdo, la synesthésie, c'est un peu ça. C'est un fait dans lequel un sens va être perçu par un autre, sans que celui-ci n'ait été stimulé au préalable. Concrètement, pour un synesthète, oui c'est comme ça qu'on les appelle, sa perception personnelle va être modifiée. Et c'est un phénomène neurologique qui peut prendre plusieurs formes. Comme la synesthésie catégorielle ou cognitive, où un sens est mélangé avec un système de catégorisation culturelle, vous savez les nombres, les lettres, le langage, le temps, etc. La synesthésie modale qui croise ensemble 2 sens. Et enfin la synesthésie multimodale avec 3 sens ou plus, bref, le gros dawa. Et avant que vous me disiez... Il en a trop pris, gros! Sachez que ce n'est en aucun cas une maladie ou ayant un lien avec une quelconque drogue. On va juste dire que c'est le cerveau qui fait des analogies, des correspondances, des relations, des liens... chelous. C'est tout. Imaginez au quotidien que chaque lettre, chaque chiffre que vous voyez a une couleur différente, ou bien que chaque son, chaque musique est associée à une forme, ou alors que chaque mot, chaque syllabe vous donne un goût différent dans la bouche. Et alors que la grande majorité des synesthètes le sont par la corrélation graphème vers couleur, c'est-à-dire langage, écriture et leur perception colorée, on peut vite comprendre que des fois ça peut être vachement handicapant. Mais pour les synesthètes qui, eux, arrivent à contrôler leur sens, ça peut donner des fois des trucs pas mal. Frédéric Malle est parfumeur synesthète odeur vers couleur. Pour les 10 ans de la marque Barneys, son distributeur américain, il a décidé de marquer l'occasion en créant des packagings pour ses parfums, exprimant ainsi en couleur chacune des 18 fragrances de sa collection. Véritable mélange d'essence pour cette édition limitée, le but marketing est facile à voir ici. Donner un avant-goût du produit avant qu'il soit acheté, un avant-goût du parfum avant qu'il soit senti, sachant que le premier contact qu'on aura avec le produit, c'est bien évidemment l'œil, le visuel, et donc le packaging. Celui-ci sera plus herbacé, printanier, celui-ci plus corsé et épicé, et celui-ci par exemple sera sucré avec des fragrances plus légères. On pourra citer en comparatif le site événementiel du rosé 2002 de Dom Pérignon, qui allie judicieusement le goût du rosé à une représentation tridimensionnelle du produit. En résulte une expérience auditive et visuelle sur le bouquet, la robe, la palette des saveurs, etc. Ici, avec ce site événementiel, nous sommes exactement dans le même cas de figure que Frédéric Malle, utiliser une représentation synesthétique afin de mieux représenter le produit, mieux donner envie et donc mieux le vendre. Mais laissons de côté l'univers publicitaire pour la création culturelle en soi. On va parler ainsi de relation musique-image. Aphex Twin, quant à lui, est synesthète couleur vers musique. Virtuose pour certains, daube créée à tour de bras pour d'autres, on est en droit de se demander comment il peut être aussi prolifique. C'est une véritable réaction en chaîne. Il voit quelque chose, ça lui évoque des sons, il compose. Et enfin tout ce que va engendrer sa musique, c'est-à-dire les concerts, les univers graphiques pour lesquels il travaille, les clips, surtout avec les clips de Chris Cunningham, si je vous dis Björk, Portishead ou même Madonna, sont autant de sources d'inspiration graphique qui vont lui parler pour composer. Et quand on gratte un peu plus loin dans le travail d'Aphex Twin, on peut tomber sur des superbes perles synesthétiques. À titre d'exemple, quand on passe le titre Window Laker sur ordinateur à l'aide d'un spectrographe, on peut visualiser ainsi le spectre du son. Apparaissent d'étranges formes jusqu'à rencontrer le visage fou du compositeur. Et comment parler de synesthésie sans évoquer Vassili Kandinsky? Il serait l'auteur de la première œuvre abstraite de l'histoire de l'art moderne, s'il vous plaît. Il était multi-synesthète. Dans sa tête, c'était un peu ça. Quand il entendait le son d'une trompette, il voyait la couleur jaune, avait le goût de polenta en bouche et voyait des triangles partout. Son, couleur, forme, saveur, la totale. Pour la petite histoire, c'est après le concert du viennois Arnold Schoenberg à Munich le 2 janvier 1911 qu'il s'enferma des jours chez lui pour retranscrire ce qu'il avait écouté en peinture. En résulte 7 toiles, impression 3, concert. Pour lui, chaque son est une couleur et chaque forme associée à ces couleurs amplifie ce ressenti.
On y voit un jaune en aplat irrégulier représentant des violons, des cuivres, d'un ensemble musical aux diverses nuances, qui répondent à cette masse noire aux touches blanches qu'on peut considérer comme étant un piano, et au devant se profilant des silhouettes incertaines des spectateurs devant lui. La peinture et la musique se répondent dans un dialogue quasi constant entre spontanéité de ses improvisations et composition un peu plus élaborée. Et j'invente rien, c'est vraiment le nom des tableaux. Il n'est pas étonnant que peu à peu Kandinsky va délaisser toute forme qui représente quelque chose, la figuration, pour tendre vers l'abstraction avec des formes et des couleurs plus pures pour représenter ce qui n'est pas représentable. La peinture devient musique elle-même. Il y aurait ainsi jusqu'à 152 formes de synesthésie différentes. Même si pour certains la synesthésie est considérée comme un don dès la naissance, dans d'autres cas elle peut être acquise de façon temporaire et moins affirmée, suite à un accident neurologique ou alors la perte d'un sens. Imaginez que votre passion, voire votre travail, ne dépendent que d'un seul sens. Que feriez-vous si vous le perdiez? Début du XXe siècle, c'était le cas de Monet. Monet est un artiste que vous connaissez tous, mais je pense que vous ne saviez pas qu'il avait une cataracte. Le cristallin de son œil s'opacifie d'un voile. Cet effet brumeux altère sa vision et alors que ses toiles sont fines en nuances et en lumière avant 1900, de cette date jusqu'à la fin de sa vie, sa peinture se modifie avec sa maladie. Les couleurs deviennent violentes, la touche grouille, les formes sont incertaines. Ses dernières œuvres ont notamment inspiré de nombreux courants artistiques, comme l'abstraction lyrique, l'action painting ou même le tachisme, et ce n'est presque pas par hasard que Kandinsky lui-même a décidé de se lancer dans la peinture grâce aux meules de Monet et à leur formidable pouvoir de la couleur en quasi-autonomie par rapport à l'objet représenté. Monet, de par son handicap, a donné une dimension nouvelle à sa peinture, en créant une sorte de synesthésie fictive. Et il s'agit du même procédé avec Wonder. Dans ce jeu à la première personne, vous êtes aveugle et perdu dans ce néant d'obscurité à l'intérieur d'un temple. Pour vous en sortir, le son. En effet, tout ce que nous voyons à l'écran est une retranscription visuelle épurée de la propagation sonore. Vous avez donc besoin de faire du bruit pour découvrir l'espace qui vous entoure. S'il n'y a pas de bruit, pas de son, on ne voit pas, tout simplement. Vous croisez une créature. Elle vous aidera, mais à condition bien entendu de l'aider. Cette interdépendance est amenée par une relation de confiance, et vous le savez, la confiance, ça se gagne. Il faudra donc utiliser judicieusement ces boules qui font du bruit, les zéphyras, car la créature visiblement en a besoin, et elle sera méfiante si vous les utilisez et en abusez pour voir devant vous. On pourra aussi penser au jeu sur navigateur You Must Escape, un jeu développé dans le cadre du Ludum Dare, une sorte de game jam de 48 heures sur internet. Le concept est exactement le même que Wonder, se repérer grâce au son. En marchant, vous faites du bruit, et dans chacun des tableaux, il faudra trouver la porte de sortie avant de vous faire bouffer les fesses par des méchants qui peuvent aussi vous entendre. Voilà un magnifique exemple de concept de jeu qui vous fout une tension en jouant sans forcément tout miser sur le graphisme. Putain, la nana qui prêche pas pour sa paroisse. Ça c'est rare pour être mentionné quand même. Vous avez compris le principe, privé d'un sens, vous devez compenser avec les autres, ce qui modifie votre perception, et comme une prothèse symbolique, l'approche synesthétique est d'autant plus accessible. Outre le fait de remplacer un sens par un autre, on peut falsifier une synesthésie par d'autres moyens, mais de façon temporaire, pour tendre vers ces mêmes effets et ainsi expérimenter graphiquement. Alors qu'on pense tout de suite à la consommation de psychotropes, ouais le hippie, ouais tu peux y aller maintenant. Il en a trop pris, gros. On pourra penser aussi à d'autres moyens, comme l'imagination seule, la mise en condition spirituelle ou mystique, ou même l'écriture et le dessin automatique qui font appel à l'inconscient. Le résultat de la relation entre les sens est bien souvent plus facile à percevoir pour les autres, pour le public, s'il s'agit d'une corrélation image et son. Alors pourquoi? Peut-être par habitude, cette relation est partout présente, surtout avec l'utilisation de la synchronisation. Mais attention, il est temps qu'on sorte les balais. Et oui, on va faire du ménage là-dedans, on va dépoussiérer les classiques. Et oui, c'est un ballet qui fait beaucoup de bruit. Fantasia, ce chef-d'œuvre de Disney datant de 1940 est un des meilleurs exemples cinématographiques mêlant musique et représentation graphique. Et alors que vous avez très certainement les parties animées figuratives en tête là maintenant, je vais plutôt vous parler de la première partie qui est un peu plus abstraite. Nous commençons avec une entrée de l'orchestre sur la toccata et fugue en ré mineur de Bach. Non, je n'ai pas eu besoin de Wikipédia pour ça. Oui, c'est dit dans le film, et alors ? En ombre chinoise, les couleurs apparaissent dans un système cloisonniste, c'est-à-dire que chaque partie de l'orchestre, et donc chaque auteur et timbre, a sa couleur, bien séparée, dans un ensemble cohérent. Rappel de cours, le cloisonnisme est visible chez les fauves et les impressionnistes, messieurs dames. Pourtant très simple, l'apparition et la disparition des lumières sont synchronisées avec la musique. Dès lors, on commence à comprendre la relation synesthétique qu'il y aura plus tard. Et cela se confirme avec la suite animée, qui est semi-abstraite. Les notes de violon qui répondent à des éclats de lumière sont de quelle couleur? Jaune, et oui, comme le début. Coïncidence? Je ne crois pas. Le fond est presque reconnaissable. Serait-ce un ciel nuageux? Tiens, des archers maintenant. On tend vers la figuration peu à peu, vous le sentez? Puis des cordes et ce ciel jaune divin. Et maintenant apparaissent les bois, qui sont de quelle couleur? Bleu, comme le début. Tu le sens mon gros code couleur là? C'est pas tout, regardez. Des touches légères pour de petites notes. La hauteur de chaque son qu'on pourrait mettre sur un axe XY. La ligne mélodique de la fugue en flot continu.
Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vous invite à jouer le jeu, à découvrir ou à redécouvrir ce chef-d'œuvre animé et surtout musical, et vous verrez qu'au final, on est bien loin de la simple synchronisation. Et là, je m'adresse à vous les gamers, je teste votre culture vidéoludique. Alors qu'on pourrait penser aux simples jeux musicaux avec ce rapport musique, forme, couleur, quels jeux vont au-delà de la simple synchronisation? Quels jeux ne sont pas de simples Guitar Hero ou Audio Surf mais ont un vrai but synesthétique? Je parle bien évidemment des jeux de Mizuguchi, notamment avec Rez ou Child of Eden. Ça devrait vous dire quelque chose, non? On ne présente plus Rez, ce rail shooter psychédélique. Mais pour exposer mon sujet ici, je vais plutôt me pencher sur la V2, si je puis dire, Child of Eden. En 2019, le premier humain naît dans l'espace, il s'agit d'une fille nommée Lumi. Après sa mort, toute sa mémoire et ses données ont été archivées au cœur d'un gigantesque réseau informatique nommé Eden. Une sorte de gros Wikipédia regroupant tout le savoir humain et accessible dans l'espace entier. Mais au 23e siècle, alors que les scientifiques décident de faire revivre Lumi, Eden est infecté par un virus. Vous plongez dans le réseau pour combattre l'infection et ainsi la sauver. Reprenant les codes de son aîné Rez au niveau du gameplay, Child of Eden nous plonge dans un univers psychédélique à la notion d'humanité, imprégné de musique, de rythme, de tempo, dans un espace pas tout à fait figuratif, penchant de temps en temps pour de l'abstraction géométrique, de temps en temps pour de l'abstraction lyrique, dans un globi-boulga de couleurs et de formes futuristes. Chaque action, chaque ennemi tué va générer des sons qui vont enrichir la musique comme une partition active et interactive. Ouais, c'est bien joli, mais si c'est pour vous parler de ça, j'aurais pu très bien parler de Rez. Eh bien non, Child of Eden place la barre encore plus haut dans l'expérience synesthétique. Sur PS3 avec le PS Move ou sur Xbox 360 avec le Kinect, nous ne voyons plus notre personnage à la troisième personne. Nous sommes bien dans un FPS, mais une sorte de first person total, sans barrière liée au réel ou à la figuration, on ne voit ni bras, ni jambes, contrairement à un FPS classique, rien ne dépasse. Avec ces nouvelles technologies, Mizuguchi a poussé encore plus loin l'immersion du joueur dans la musique et les effets visuels. Nous sommes en mouvement dans le jeu. Les stimuli visuels qu'offre le gameplay, à savoir tirer sur les ennemis, provoquent en nous un mouvement direct du corps, sans l'extension technique d'un outil qu'est la manette. Une fois la menace écartée, les feedbacks explosent de partout. La musique, les formes et couleurs s'enrichissent dans un feu d'artifice synesthétique qui entraînera le joueur vers de nouvelles expériences au fur et à mesure de sa progression dans le jeu. Ou alors entraînera la mort du joueur s'il est épileptique. C'est au choix. Mais quand on y pense, Mizuguchi a effectué la même idée d'aboutissement que Kandinsky pour tendre vers un univers bien distinct. Kandinsky a renoncé à toute forme de figuration et a fait appel à une approche abstraite pour représenter au plus juste sa vision synesthétique de la musique. Mizuguchi a renoncé à toute forme de limitation de l'immersion, c'est-à-dire la figuration, et a fait appel à une approche synesthétique pour représenter au plus juste son univers, Eden. La création peut être à la portée de tous, que l'on soit synesthète ou non. Après, l'accès à l'imagination peut être difficile, mais rien d'impossible. Il est l'heure de passer à vos questions. Carvin Anthony voulait savoir d'où venait cette fameuse roue des émotions que j'ai mis dans l'épisode sur Halloween. Elle vient tout simplement de Plutchik, voilà je vais y arriver, Plutchik, qui a beaucoup écrit pour les émotions, avec notamment plein d'autres. Et il voulait se demander justement pourquoi je n'avais cité que 5 émotions de base, parce que justement Plutchik, qui avait beaucoup écrit, ainsi que Erkman, Isar et Tompkins, ainsi que MacLean, heureusement que j'ai mes notes, qui ont tous écrit pour des émotions, qui ont fait des thèses sur les émotions, ont cité tous des émotions différentes, mais il y a 5 émotions de base qui ressortent à chaque fois, et donc c'est la tristesse, la colère, la joie, la peur, et non pas la surprise comme je disais, mais plutôt le dégoût. Donc aussi une petite erreur de ma part, c'est bien le dégoût et non pas la surprise. Justement, il y a Super Rabbit Joy qui voulait savoir quel code utilise Amnesia, et vous avez été nombreux, vraiment nombreux à me parler d'Amnesia en commentaire. Certains ont gueulé parce que je n'en parlais pas, mais je vais en faire tout de suite, je vais le faire tout de suite. Amnesia utilise des codes plutôt de l'horreur, pour moi, horreur psychologique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de conditionnement, le fait qu'on est amnésique, on joue quelqu'un d'amnésique, dans le gameplay aussi. Si nous n'utilisons pas de lumière, on devient fou, hein, il y a la jauge de maladie mentale qui rentre en compte, mais la lumière attire les monstres, enfin dans le gameplay déjà il y a une sorte de conditionnement qui va engendrer de la peur, contrairement à SCP ou à Slender, où on est constamment épié. Malgré certains jumpscares qu'il y a dans Amnesia, on est des fois en moment de sécurité, des fois en moment de stress parce qu'on est suivi. Donc c'est plus dans une optique narrative scriptée, où on est dans une histoire, hein. SCP, il n'y a pas d'histoire, pas plus que ça en tout cas, et Amnesia on est vraiment dans une optique narrative où on va être mis à la place du personnage qui est complètement barjot. Et justement, ça répond à une des questions de Fred Fartil qui disait que il n'était pas d'accord avec l'idée de l'horreur psychologique et l'évocation du conditionnement. Je parlais justement du gameplay qui va conditionner le joueur dans une posture
dans une posture mentalement pas adaptée, c'est-à-dire qu'on joue un personnage qui est un peu défaillant mentalement. On est conditionné à jouer quelqu'un comme ça. Donc c'est quand même une approche de conditionnement qui est assez intéressante, en tout cas pour l'horreur psychologique. Je pense que le conditionnement n'est pas obligatoire, mais peut être utile pour atteindre l'horreur psychologique à ce niveau-là. Il y a HGTJ619 qui disait que justement le fait que je parle de Dead Space, lui ça le faisait pas peur, c'était plutôt une casualisation du jeu vidéo, que de toute façon les gros nécromorphes, bof, ça fait pas trop peur. Alors il a pas tout à fait tort, on va dire que les nécromorphes agissent plus, comme je disais, le syndrome de Disney, c'est-à-dire c'est vilain, donc ça va agir sur le joueur dans une optique de gameplay, c'est-à-dire c'est vilain, donc il faut buter ça. Il y a le rejet du pavot, on le tue ou il faut l'éviter. On va dire que dans Dead Space, pour aller un peu plus loin, ce qui fait vraiment peur, c'est plutôt l'optique, l'ambiance, l'optique enfermée dans l'espace, dans une petite base spatiale. Le fait que la claustrophobie, c'est l'ambiance claustrophobique qui est vraiment importante dans Dead Space. C'est pas tant que les monstres fassent peur, pas plus que ça.